forêt d'Afrique centrale est un monde à part. C'est le mien, à moi, l'éléphant de forêt. Elle est la deuxième plus grande forêt du monde, après l'Amazonie. Elle me nourrit et me protège. Depuis des millénaires, j'en suis le grand architecte. L'œuvre dont je suis le plus fier, c'est la clairière de Dzanga-Sanga. Ce jour-là, nous sommes plus de 150 à nous y retrouver. Dzanga-Sanga s'ouvre en pleine forêt vierge, au sud de la République centrafricaine. Mes ancêtres ont piétiné le sol, cassé les arbres, creusé la rivière pour créer au fil du temps cette immense clairière marécageuse. En Centrafrique, on appelle une clairière comme celle-là un bail. Moi, Kamba, je suis un jeune de 12 ans. Je viens de passer 15 jours seul en forêt à brouter du feuillage et des fruits. Mais je suis très sociable. À Dzanga-Baye, je retrouve ma famille. Ma mère, ma grand-mère, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, mes cousins. Ça fait du monde. Voilà ma sœur aînée, sa famille, elle a 25 ans. Avec sa fille de 10 ans et son dernier né de 3 ans, elle forme le trio familial de base chez les éléphants de forêt. Depuis ses 12 ans, elle a mis au monde un bébé tous les 4 ou 5 ans. Elle pourra en avoir une douzaine au cours de ses 65 ans de vie. Dès que j'arrive à Dzanga, je me précipite vers les jeunes mâles de mon âge. Comme je suis assez myope, c'est à l'odeur que je les reconnais. Du bout de la trompe, nous nous saluons. À Dzanga, le jaune est très tendance. Après les saluts aux amis, je m'installe dans la carrière d'argile pour prendre mon bain de boue. Pas seulement pour être à la mode. Certes, je suis grand et fort, ma peau est épaisse, mais elle est délicate. L'argile me protège à la fois du soleil et des insectes. Mais un bain de boue, c'est avant tout très agréable. J'adore ça. Je l'ai découvert grâce à ma mère, comme tout le reste. Comment me conduire en société, quelles plantes manger, où trouver des fruits, quelle route de migration suivre dans la forêt. Je ne suis pas né éléphant. Je le suis devenu en suivant son exemple. Mais un éléphant continue de grandir et d'apprendre tout au long de sa vie. Après la douche, ma cure de sel. Dzanga-Baye est une saline, une véritable pharmacie pour éléphants. Comme tous les herbivores, j'ai besoin de sodium et d'autres oligo-éléments. Les sels m'aident à digérer et même à grandir, à développer mes défenses. Sans sel, je deviens nerveux et pas très aimable en société. Le sel est enfoui en profondeur. Pour aller le chercher, j'utilise mes super outils de forage. Mes défenses, mes pieds et ma trompe. Ma trompe est une pompe aspirante et refoulante. Avec elle, j'aspire le sel au fond du trou. Et je le porte ensuite à ma bouche. Ce matin, je retrouve ma mère, Raïssa. Comme tous les mâles, je l'ai quittée très jeune. À 5 ans, j'ai pris mon indépendance. À présent, maman élève ma sœur de 6 ans et mon petit frère, un bébé de 2 ans. À 55 ans, c'est la plus vieille éléphante de la clairière. Une vraie mémoire vivante de la société des éléphants.
Ma mère a ses habitudes. Ce trou-là, c'est son trou à sel préféré. En tant que matriarche, elle se sert la première. Son bébé a le droit de la bousculer, mais sa fille plus âgée attend son tour. Chez nous, les éléphants, on respecte la hiérarchie familiale. Contrairement à moi, ma jeune sœur restera toute sa vie près de sa mère. Creuser le sol pour trouver du sel est un travail d'athlète. Nous sommes à la fin du mois de janvier, en pleine saison sèche. C'est le moment le plus chaud de l'année. À cette saison, le sol est très dur et ça ne va pas s'arranger. Normalement, la saison des pluies devrait commencer dans 3 mois, en avril. Mais depuis plusieurs années, les pluies arrivent avec des semaines de retard. Ma mère, qui a la mémoire longue, m'a raconté qu'avant, les pluies arrivaient bien plus tôt. Mais le réchauffement climatique bouscule tout. Raïssa, ma mère, est petite et rondouillarde. L'âge lui a fait perdre un peu de sa pétulance naturelle. Mais il lui donne une autorité suffisante pour chasser mon cousin hors de son trou à sel, malgré ses cris de protestation. L'accès aux meilleurs trous est le privilège des dominants. Quand on prend le pouvoir autour des trous à sel à Dzanga, on le conserve partout dans la forêt. Pour le moment, moi j'ai juste droit aux trous de second choix. Et encore, quand les grands mâles ont le dos tourné. Mais dans 10 ans, c'est moi qui ferai la loi. Labourer le sol des pieds et de la trompe, tous les animaux n'en sont pas capables. C'est pourquoi je suis cerné par des troupeaux de profiteurs. Par exemple, les buffles de forêt. Il n'y a pas d'herbe en forêt. S'ils peuvent brouter ici, c'est parce que nous, les éléphants, on a ouvert l'espace. Et c'est la lumière qui permet à l'herbe de pousser. Je suis un bon voisin, mais il faut quand même leur rappeler qui est le maître ici. Et c'est drôlement amusant de leur courir après. Les îlochères sont une autre espèce de pique-assiette. C'est tellement drôle de les faire fuir. Au milieu de cette agitation, mon neveu a perdu sa mère. Il a beau tendre la trompe, il ne retrouve pas l'odeur maternelle qui le rassure. Personne n'est là pour le protéger de la brutalité des grands mâles. Non, cette femelle n'est pas sa mère. Mais avec tout le clan familial, elle va l'aider à la retrouver. Enfin, la voilà. Un câlin et bientôt une tétée. Le bonheur retrouvé pour un éléphanteau. Tous les matins, un vol d'envahisseurs bavards s'abat au bord de la rivière. Les perroquets gris du Gabon viennent brouter les petites plantes qui poussent au bord de l'eau et manger du sel.
Ils vivent en grands groupes. Pour communiquer entre eux, ils sont obligés de crier fort. En fin de matinée, la lutte pour le pouvoir s'intensifie de l'autre côté de la clairière. L'enjeu est vital pour les grands mâles. Seuls les dominants auront accès aux femelles et pourront assurer leur descendance. Les plus gros mâles peuvent peser jusqu'à 4 tonnes. En général, nous les éléphants de forêt, nous sommes 2 fois plus petits que nos grands cousins de la savane. Mais en moyenne, nous vivons plus vieux qu'eux. Au fil des années, une hiérarchie s'établit entre les mâles. Les plus âgés, qui sont les plus forts, n'ont même plus besoin de se bagarrer pour se faire respecter. Quand ils arrivent, tout le monde se pousse. Moi le premier. Inutile de discuter, ils n'ont pas du tout le sens de l'humour. D'accord, je m'en vais. Pas la peine de se fâcher. Il est midi. Il fait 40 degrés. Le bébé s'est mis à l'ombre de sa mère et de sa tante. Tout le groupe familial veille sur lui. Une femelle ne donne le jour qu'à un seul éléphanteau à la fois. Elle tient à lui. À cet âge, il boit 10 litres de lait par jour. Il sera sevré à 2 ans, mais jusque-là, il ne s'éloignera jamais beaucoup des mamelles maternelles. Pour nous protéger du soleil et de la pluie, rien ne vaut les grands arbres de la forêt. Pourtant, ils seraient menacés. Les humains disent que la fréquence des sécheresses et des tempêtes, la concentration de l'ozone, augmente avec le réchauffement global du climat. Cela pourrait à l'avenir empêcher les arbres de pousser. Pourtant, notre forêt équatoriale piège dans ses branches et dans ses racines le dioxyde de carbone, le gaz qui provoque le réchauffement du climat. Et c'est nous qui l'entretenons. En nous protégeant, les humains protègent la forêt. Et ils doivent comprendre qu'ils se protègent aussi eux-mêmes. Andrea Turcalo est de ceux-là. Andrea est une grande scientifique. Elle est américaine. Elle vit parmi nous depuis 26 ans. Chaque jour à 13h30, elle quitte son campement avec son pisteur pygmée. Elle suit l'une des pistes que nous avons tracées. Après une demi-heure de marche, elle atteint son mirador. De là, elle nous observe tout l'après-midi sans nous déranger. Andrea connaît toutes nos histoires de famille. Elle étudie notre démographie. Elle a établi nos généalogies. Elle sait au premier coup d'œil qui est la fille ou le fils de qui. Depuis que je suis ici, j'ai observé plus de 4000 éléphants. Chaque année, j'en identifie environ 1200. Et beaucoup d'entre eux viennent ici régulièrement. Ils résident de façon plus ou moins permanente dans la clairière. Pour me reconnaître facilement, moi, Kamba, le fils de Raissa, Andrea a dressé ma carte d'identité.
Elle a dessiné soigneusement la forme de mes oreilles. Elles sont très rondes, différentes de celles de mes cousins, les éléphants de savane. Les déchirures, les trous percés dans nos oreilles par les parasites ou les bagarres sont nos empreintes digitales. Elles sont indélébiles. L'oreille de maman est percée de 2 trous, à nul autre pareil. Andrea dessine aussi notre queue, plus ou moins longue, avec ou sans pinceau de poil à l'extrémité. Elle aussi constitue un signe distinctif. Nos pieds comptent un orteil, on dit un onglon, de plus que ceux de l'éléphant de savane. Nos défenses sont nettement plus droites et souvent plus petites que les siennes. Mais il paraît que notre ivoire est de meilleure qualité. Ce qui n'est pas une chance pour nous, car les braconniers n'hésitent pas à nous massacrer pour nous les voler. Les éléphants de forêt ne migrent pas parce qu'ils n'ont pas de vrais problèmes pour trouver de la nourriture. Mais la qualité de la nourriture varie en fonction des saisons. Par exemple, en ce moment, c'est la saison sèche. Il n'y a pas beaucoup de fruits disponibles à manger. Mais à longueur d'année, ils peuvent toujours trouver quelque chose à manger et un endroit pour boire. À Dzangabai, je n'ai que quelques mètres à faire pour trouver des feuillages à portée de tronc. Il me faut plus de 100 kilos d'herbes, de feuilles, d'écorces et de fruits par jour. Je passe 70% de mon temps à manger. Ma nourriture préférée, ce sont les fruits. Pour les trouver, je suis capable de faire du chemin, car ils ne mûrissent ni en même temps, ni aux mêmes endroits. Comme ils poussent très haut dans les arbres, je dois attendre qu'ils tombent au sol pour les ramasser. S'ils restaient sur place, à l'ombre des arbres d'où ils sont tombés, les graines et les noyaux n'auraient que très peu de chances de germer, faute de lumière. Heureusement que je suis là pour les transporter jusque là où il y a du soleil. Les fruits sont plus ou moins succulents. Parmi nos préférés, il y a les petits vers que les humains appellent les klendoya. Et il y a les gros fruits verts de l'espèce d'Esplatia. Les jours de chance, ils tombent directement de leur arbre, droit vers la trompe de Raissa. Ma mère est la championne du ramassage. Celui-là a la forme d'un nombril humain. C'est pourquoi les scientifiques l'ont affublé du nom latin d'Omphalocarpum. Raissa a mis au point une technique en 2 temps pour en venir à bout. Elle écrase la coque trop dure, la mâchouille un peu, la recrache dans l'eau pour la ramollir et ramasse à nouveau le fruit pour le manger. Les noyaux et les graines que nous avons digérés germent dans nos crottins beaucoup plus facilement que ceux qui sont simplement tombés au sol. Nous les ressemons naturellement et c'est ainsi que nous replantons la forêt.
Certains arbres mettent quelques années à pousser, d'autres quelques siècles. Certains mettent 2000 ans pour atteindre leur taille maximale. Autant commencer tout de suite. Les éléphants sont de grands herbivores. Ils mangent une énorme quantité de végétaux et dans leur repas, il y a beaucoup de graines et beaucoup de fruits. Et ils dispersent ces graines. Donc à long terme, si le changement climatique affecte la production de fruits, alors toute la structure de la forêt sera touchée, parce que les éléphants sont les vrais architectes de cette forêt. Donc avec le changement climatique, il y aura sans le moindre doute une perte de biodiversité dans cette forêt. Andrea Turcalo l'a compris. Si un jour il y a moins de fruits dans la forêt, il y aura moins d'arbres à pousser. Nous en mangerons moins, en replanterons moins, et peu à peu, après la forêt, c'est nous qui disparaîtrons. À long terme, le changement climatique affectera les éléphants parce qu'ils touchent leur alimentation, qu'ils ont besoin d'une énorme quantité de nourriture. Donc si leur régime alimentaire change, ils vont souffrir. Non, je ne veux pas subir le sort du mammouth. Il a disparu pour cause de changement du climat. Le mammouth n'était pas mon ancêtre, mais un lointain cousin. Nous étions issus de la même souche et nous étions contemporains. Le mammouth laineux a été le dernier mammouth à disparaître. Comme son nom l'indique, le mammouth laineux portait une épaisse fourrure. Il y a 18 000 ans, il broutait dans les prairies à mammouth du nord de l'Europe. Le climat était alors froid et sec sur tout le continent d'Eurasie. À présent, pour le voir, on peut aller à la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ses défenses sont recourbées vers le ciel. Il était plus petit que moi. Celui-là vivait en Sibérie. Dans la galerie, il est le voisin du plus ancien des mammouths européens, le gigantesque mammouth méridional. Lui, il est encore plus grand que mon cousin l'éléphant de savane. Le musée de la préhistoire du Grand Pressigny, dans l'ouest de la France, a accueilli Helmut le mammouth. Ses ossements ont été retrouvés en Seine-et-Marne, à côté de Paris, au début du XXIe siècle. Il y a 15 000 ans, le climat de l'Eurasie s'est mis à changer. De froid et sec, il est devenu froid et humide. Un seul petit degré en plus a progressivement modifié la végétation. Ce n'est pas la chaleur qui a tué le mammouth laineux, mais le changement de nourriture. Au nord de l'Eurasie, la prairie à mammouth où il broutait a été remplacée par les résineux. Ses molaires étaient faites pour mastiquer des graminées, pas des résineux. Il n'a pas pu s'adapter. En quelques millénaires, il a disparu, tué par la malnutrition. Le mammouth laineux a laissé sa place aux rennes. Je ne veux pas subir le même sort. Je protégerai ma forêt autant que je le pourrai. « 17 h. Je reviens chercher une place autour des trous à sel. Tiens, j'aperçois les potamochères. Ils cherchent des vermisseaux et des insectes dans la boue. Allons les taquiner un peu. Une petite charge, juste pour terminer la journée dans la joie et la bonne humeur. En revanche, pas question de déranger ce grand mâle pendant son bain de poussière. Pomper du sel n'est pas inné, ça s'apprend. Non, on n'avale pas le sel avec la trompe. La trompe, c'est juste pour respirer et pour pomper. Ma grande sœur pousse son bébé hors du trou pour lui montrer la technique. Une de mes tantes intervient pour l'aider.
Ma sœur montre au bébé comment prendre du sel dans sa bouche. Chez nous, l'éducation des jeunes se fait en famille et elle dure longtemps. Les mères sont d'une grande patience. Il en faut. « 18h15, la nuit tombe, mais la vie continue. J'en profite pour me gratter discrètement. Mon cousin dort debout. Il nous arrive de nous coucher pour dormir, mais seulement lorsque nous nous sentons en totale sécurité, sous la protection des guetteurs du groupe. Dzanga Sanga est un parc national, un espace protégé, mais on n'est jamais trop prudent. Alors nous dormons debout. Principe de précaution. « 6 heures, le jour se lève. Mon cousin dort encore. Une petite bagarre avec les jeunes de mon âge pour commencer la journée. Ça réveille, c'est pour rire. Nous nous reconnaissons. Bonjour, je suis ton cousin Kamba, le fils de Raissa. Salut, moi c'est Nchoko. Nous sommes trop jeunes pour nous affronter pour les femelles comme les grands mâles. Nous nous caressons du bout de la trompe en signe d'amitié. Tiens, voilà les bongos. Ces grandes antilopes de forêt arrivent souvent très tôt le matin pour manger du sel. Le reste du temps, les bongos mènent une existence discrète à l'ombre des sous-bois. Courir après les bongos, en voilà un jeu amusant. Attention, il ne faut pas oublier de lever les pattes quand on court dans la boue. Qu'est-ce que je disais ? Un peu plus tard, ça commence à chauffer dans la zone du pouvoir. Nous sommes en pleine saison de reproduction. Plusieurs grands mâles viennent d'arriver. Et ça promet quelques belles bagarres. Ils ne vont pas se contenter de manger du sel. Ils sont là pour trouver des femelles et assurer leur descendance. Les mâles de plus de 25 ans sont les dominants. Plus grands, plus forts. Car nous, les éléphants, nous grandissons tout au long de notre vie. Les quadragénaires occupent le sommet de la hiérarchie. L'avenir de notre espèce dépend d'eux. Ce matin, il y a beaucoup de femelles dans la clairière, mais la plupart sont des mères de famille, très occupées par leur progéniture et pas disponibles pour la reproduction. Celle-là avait perdu son jeune. Il revient, ramené par sa grand-mère. Ma tante cherche le meilleur trou à sel. En tant que matriarche, c'est elle la chef de famille. Quand elle décide d'aller quelque part,
Son petit groupe la suit. Non, ici le sel n'est pas bon. Allons voir plus loin. Ce trou-là est de bien meilleure qualité. Et quel plaisir de barboter en famille dans l'eau fraîche. Le bébé imite tout ce que fait sa mère. Pendant que les adultes s'occupent de la survie de l'espèce, mes jeunes neveux chahutent. Ces gamins vont finir par se blesser. Une des mères intervient pour les séparer. Le plus jeune trouve tout de suite la meilleure façon de se protéger de la déshydratation, la boue. Moi, je ne perds jamais une occasion de me baigner ou de me doucher. La chaleur monte. Maman, ma sœur et mon petit frère dorment debout. Le grand mâle part à la conquête d'une femelle. Il tend la trompe, renifle. Non, rien dans l'odeur d'urine qui indiquerait qu'une de ses femelles est prête à s'intéresser à lui. Celle qui est près de lui n'a pas fini d'allaiter son dernier né. La gestation dure 22 mois, c'est-à-dire à peu près 2 ans. Ensuite, l'allaitement dure au moins 2 autres années. Une femelle n'est prête à se reproduire que tous les 5 ou 6 ans, pendant 2 à 6 jours. En résumé, il faut être là au bon moment. Les grands mâles tendent des trompes curieuses, mais les belles femelles sont timides. L'ambiance est survoltée. Entre jeunes, nous nous lançons des défis. Ça ne va pas me donner tout de suite accès aux femelles, mais je vais prendre rang dans la hiérarchie. Ça me servira dans quelques années. Ces deux-là ont une vingtaine d'années. Pour eux, l'enjeu devient plus sérieux, mais il reste amical. Jusqu'à un certain point.
L'un des grands mâles dominants a rencontré une femelle prête à se laisser séduire. Son jeune est sevré, elle est disponible. Mais un rival vient se mettre sur les rangs. Le grand mâle doit le décourager d'urgence. Un duel s'engage. Dans le choc de la rencontre, ces deux géants pourraient se blesser gravement, se casser une défense. Le face-à-face est impitoyable. C'est fini. Le vaincu se retire en direction de la forêt. Le mâle vainqueur s'approche de la femelle. Elle est intéressée, mais la coutume chez les femelles, c'est de se faire prier longuement. Le mâle va la suivre pendant des jours avant qu'elle consente à se laisser approcher. C'est comme ça que commencent les histoires d'amour chez les éléphants. Une grande agitation saisit la clairière. Plusieurs accouplements se préparent. La tension monte. Les grands mâles nous chassent, nous, les adolescents. Pourtant, nous ne les gênons pas. Pour échapper à cette ambiance tendue, une matriarche dominante décide d'emmener tout notre clan familial brouter en forêt. Je la suis. Les femelles savent où chercher l'eau et la nourriture en fonction des saisons. À Dzanga, nous avons fini par manger tous les fruits. La matriarche sait où en trouver d'autres. Notre territoire est immense. Plus de 2,5 millions de kilomètres carrés autour de l'équateur. C'est l'une des plus grandes forêts du monde. Il faut toute la mémoire et les connaissances des femelles pour s'y retrouver. Quand j'étais petit, ma grand-mère m'avait raconté qu'il y avait là-bas, très loin vers l'ouest, un véritable Éden pour éléphants de forêt. Dans sa propre enfance, les arbres y croulaient sous les fruits. C'est loin, c'est au Gabon, 900, peut-être 1000 kilomètres à l'ouest. Là-bas, je pourrais peut-être moi aussi devenir un grand mâle dominant et conquérir mon propre territoire. Ma forêt est une forêt tropicale primaire. Elle n'a jamais été exploitée par l'homme. En circulant, je trace des pistes, je recreuse le lit des ruisseaux, je fais en sorte que le soleil y pénètre un peu et que d'autres espèces puissent s'y déplacer. Finalement, c'est grâce à moi que 400 espèces de mammifères, plus de 1000 espèces d'oiseaux, 10 000 espèces de plantes y vivent. Je peux rester seul. En forêt, il n'y a pas de lion, aucun prédateur pour me menacer.
Au bord d'une petite saline, je croise une famille de colobes. J'impressionne tout le monde. Ils prennent la fuite. L'Éden des éléphants est sûrement là-bas, au bout de la piste. Je prends mon temps. En un mois, je n'ai encore fait que 50 km. Il en reste au moins 850 à parcourir. Les guêpiers guettent les papillons qui viennent au bord du ruisseau, pomper le sel dans nos flaques d'urine. Une coupe de bois. J'avais oublié que notre forêt n'est pas protégée partout. En dehors de certaines zones, les hommes coupent nos arbres, brûlent le bois et rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ils installent leur culture à la place de notre forêt et construisent leur village sur nos chemins de migration, ce qui nous empêche de circuler comme nos ancêtres. Je fuyais les bûcherons quand des bruits étranges ont éclaté au loin. Des braconniers. La femelle a compris tout de suite. Ils sont en train de faire un carnage dans notre clairière. Depuis des décennies, le braconnage laisse partout des vestiges d'éléphants massacrés le long des pistes. Un territoire sans braconniers ni bûcherons, ça devient rare. Ce coin à la végétation impénétrable semble tranquille. C'est le territoire des gorilles de plaine. Un dos argenté veille jalousement sur ses 3 femelles. Ma visite ne lui fait pas plaisir. Il ne veut pas qu'un étranger aussi volumineux que moi s'approche de son groupe et surtout de l'une des femelles. La nuit dernière, elle a mis un bébé au monde. Elle le tient dans ses bras. Je n'impressionne pas les 2 autres femelles qui se gavent de feuilles de marron tassé. Les gorilles mangent les mêmes fruits, les mêmes graines, les mêmes feuillages que nous. Nous vivons sur les mêmes territoires, sans nous fréquenter. Ils prennent la fuite dès qu'ils nous aperçoivent. Les gorilles aussi replantent la forêt. Et eux aussi sont menacés par la déforestation et le braconnage.
Au revoir les gorilles. Ils semblent avoir trouvé leur petit Éden. Le mien est encore loin. Les bûcherons, les braconniers, les routes et les villages se sont multipliés sur la piste. Nos trajets deviennent de plus en plus compliqués. Pourtant, là-bas, des palmiers rogniers chargés de fruits bordent toujours l'immense plage de sable blanc. Les humains l'appellent la plage de Petit Loango. Les crabes courent sur le sable. Notre famille se regroupe sous les palmiers rogniers. Des palmiers à huile qui poussent sur l'emplacement d'un ancien campement de brousse, abandonné depuis des siècles par les humains. Ils faisaient de l'huile de palme avec les drupes de ces arbres. La coque de ces fruits est très dure, mais ils sont sucrés et succulents. Un vrai régal pour éléphants. Quand on a tout ramassé, il suffit de secouer l'arbre pour en ravoir. Et en recrachant les noyaux, c'est nous qui entretenons cette plantation depuis des siècles. Les cercocèbes en profitent aussi. À la fin des chaudes journées, qu'il est bon de se plonger dans l'eau fraîche des lagunes. Qu'il est bon de brouter en famille les feuilles de palétuvier dans les mangroves. C'est là que ma grand-mère avait appris à nager, portée par sa mère et sa grande sœur. Je n'irai pas jusqu'à Petit Loango. C'est trop loin, trop d'obstacles. Je suis encore trop jeune pour conquérir mon propre territoire. Après un an de voyage, je retrouve maman et mes amis à Dzanga. Mes 26 femelles ont été massacrées par les braconniers. Leur ivoire arraché. Elles ont laissé 26 orphelins. Pour notre cohésion sociale, la perte est immense, car les femelles sont notre mémoire. Je suis revenu pour replanter et entretenir ma forêt, comme le font mes ancêtres depuis 7 millions d'années, et vous protéger
malgré vous, les humains, des effets du réchauffement climatique.